C'est le 18 avril 1955. Albert Einstein est dans son bureau à l'Institut des études avancées de Princeton, dans le New Jersey. Sans prévenir, il commence à ressentir une douleur atroce dans le ventre. Il appelle sa secrétaire, Ellen Ducasse, qui le conduit immédiatement à l'hôpital de Princeton. Quelques heures plus tard, Albert Einstein rend son dernier souffle. La nouvelle fait les gros titres dans le monde entier. Mais ce qui va choquer encore davantage, c'est la découverte d'un journaliste. Une découverte qui révèle que le cerveau d'Einstein a été volé la nuit même de sa mort. Une information gardée secrète pendant des décennies. Comment est-ce seulement possible? Qui a volé le cerveau d'Einstein? Et surtout, pourquoi? Voici comment le cerveau d'Einstein a été volé. Albert Einstein est né le 14 mars 1879 en Allemagne. Son enfance est marquée à la fois par un génie précoce et par des difficultés réelles. Élevé dans une famille juive non pratiquante, il peine à parler, ne prononçant ses premiers mots qu'à l'âge de 4 ans. Ce retard inquiète son entourage, mais il devient vite évident que son esprit est un véritable réservoir d'idées. En 1901, il s'installe en Suisse pour prendre un nouveau départ. Puis en 1933, face à la montée du nazisme, il fuit vers les États-Unis où il deviendra une icône intellectuelle. Il s'établit à Princeton, dans le New Jersey, et rejoint l'Institut des études avancées. Mais sa vie n'est pas sans zone d'ombre. Pendant près de 4 décennies, Einstein souffre de maladies chroniques, principalement des troubles digestifs, des problèmes de foie et des douleurs à l'estomac. En 1948, il échappe de justesse à la mort grâce à une opération peu ordinaire réalisée par le docteur Rudolf Nissen, qui enveloppe son anévrisme de l'aorte dans du cellophane, déclenchant une réaction du corps qui, miraculeusement, empêche la rupture. Après une longue et douloureuse convalescence, Einstein confie à ses proches qu'il ne se soumettra plus jamais à une opération, et que si une complication fatale devait survenir, il ne se battrait pas contre elle. C'est exactement ce qui se passe au moment de sa mort. Malgré une reconnaissance mondiale pour ses travaux, Einstein détestait la célébrité et tout ce qui venait avec. Il voulait juste être laissé tranquille pour penser et travailler sur ses théories. Dans son testament, il demande expressément à ce que son corps ne soit pas étudié, mais incinéré, et que ses cendres soient dispersées dans le plus grand secret. Son souhait ne sera jamais respecté, parce que la nuit de sa mort, quelqu'un lui vole purement et simplement le cerveau. Voilà comment ça s'est passé. La mort d'Einstein surprend sa famille. Il semblait en assez bonne santé jusqu'à la veille, quand il est soudainement frappé par de violentes douleurs abdominales. Il avait des antécédents de ce type, mais cela faisait un moment qu'il allait bien. Ses proches veulent comprendre ce qui a provoqué cette complication soudaine qui l'a emporté. Ils demandent donc à l'hôpital de pratiquer une autopsie. C'est le matin du 18 avril 1955. Albert Einstein est allongé mort sur la table d'autopsie. Le médecin qui la réalise sait exactement par où commencer. En examinant les organes abdominaux, il découvre une quantité massive de sang dans le ventre d'Einstein. Cette zone est particulièrement importante car elle abrite des organes vitaux comme le foie et le pancréas. Le médecin comprend immédiatement qu'Einstein a subi une rupture d'anévrisme. Autrement dit, un vaisseau sanguin dans son abdomen a éclaté, provoquant une hémorragie interne fatale. La cause du décès est établie, il n'y a pas lieu d'aller plus loin. Le docteur Thomas Harvey en a terminé. Il demande à ses assistants de remettre le corps en état et part dans son bureau rédiger le rapport. C'est là que l'histoire bascule. Le docteur Harvey rédige son rapport. Un décès par hémorragie interne, c'est courant, rien d'extraordinaire. Harvey était un grand admirateur d'Einstein depuis des années. Il pose son rapport, demande à ses assistants de sortir. Les deux ne font pas grand-chose de cette demande. Les pathologistes s'isolent parfois avec un défunt pour lui rendre hommage. Mais Harvey ne cherche pas à rendre hommage à Einstein. Il a autre chose en tête. Il veut absolument comprendre d'où venait l'intelligence du scientifique. À quoi ressemble le cerveau d'un génie? Qu'est-ce qui le rend si différent? Harvey n'hésite pas une seconde. En silence, il rase la tête d'Albert, ouvre soigneusement le crâne et retire la matière grise. Tout cela, bien entendu, sans aucune autorisation. Il ne craint pas les conséquences. Qui aurait un pas à aller jusqu'à la prison? Après tout, le corps ne sera pas exposé. Il sera incinéré et les cendres dispersées dans un endroit inconnu.
Harvey place alors le cerveau dans un bocal et discrètement l'emporte jusqu'à un laboratoire de l'université de Pennsylvanie. C'est là qu'il va l'étudier et qu'il va faire une découverte inattendue. Quelques jours après l'autopsie, Einstein est incinéré, personne ne remarque rien. Harvey a maintenant tout le temps qu'il veut pour satisfaire sa curiosité. Convaincu que ce cerveau est sensiblement plus lourd que la moyenne, il commence par le peser. Pour un homme ordinaire, le cerveau pèse en moyenne 1350 grammes. Celui d'Einstein doit forcément être bien plus lourd. Il pose l'organe sur la balance. Résultat, 1230 grammes. En dessous de la moyenne, Harvey n'en revient pas. Il en conclut que l'intelligence ne peut pas se mesurer par la taille ou le poids du cerveau. Mais alors, d'où vient-elle ? La prochaine piste d'Harvey concerne les circonvolutions cérébrales. Ce sont les replis et sillons de l'écorce cérébrale, caractérisés par des rainures particulièrement profondes qui dessinent la surface du cerveau. Le médecin les photographie sous tous les angles. C'est peut-être là que se cache le génie d'Einstein. Il découpe ensuite soigneusement le cerveau en 240 petits cubes, ce qui permet une observation plus précise au microscope. Il répète cette procédure des centaines de fois. Il emmène même un microscope chez lui et poursuit ses expériences dans son sous-sol. Des mois passent, des centaines de notes s'accumulent. Harvey finit par s'arrêter, mais il ne publie aucun résultat. Il disparaît sans laisser d'adresse, emportant ses bocaux et leurs précieux contenus, du moins pour l'instant. Le docteur Harvey reste dans l'ombre pendant près de 2 décennies jusqu'à ce qu'un journaliste américain, Stephen Levy, décide de le retrouver au début des années 70. En 1978, il finit par le localiser à Wichita, au Kansas. Stephen Levy se rend chez Harvey. Il frappe à la porte. Harvey ouvre et bizarrement, il accepte de parler. Stephen ne tourne pas autour du pot. Il veut savoir si le médecin a vraiment le cerveau d'Einstein. Harvey commence par nier, puis se ravise. Il emmène le journaliste dans une petite pièce de stockage au fond de la maison. Il sort une boîte avec une étiquette Costa Cedars. À l'intérieur, des bocaux avec quelque chose qui flotte dans du liquide. « Je suppose que c'est pour ça que vous êtes là », dit Harvey. Suite à cette rencontre, Stephen Levy publie un article détaillé qui attire l'attention des médias. Il y mentionne que le docteur n'a trouvé absolument rien d'extraordinaire dans le cerveau du plus grand génie du XXe siècle. Il s'avère que ce cerveau était tout à fait ordinaire. Mais l'histoire n'est pas tout à fait terminée. En 1982, Harvey décide finalement de distribuer une partie de son trésor à ses collègues. Il envoie des coupes histologiques et des photographies du cerveau à 18 chercheurs de renom. Cela donne lieu à 6 publications majeures qui révèlent qu'Einstein avait bel et bien un cerveau différent du commun des mortels. Son anatomie ne présente aucune particularité, sauf au niveau des lobes pariétaux qui sont plus grands que la normale, une caractéristique déjà observée chez d'autres grands physiciens et mathématiciens. Et au final, le docteur Thomas Harvey n'a jamais eu d'ennui, et la famille d'Einstein n'a jamais répondu officiellement à cette histoire.